Bonjour. Je tiens d'abord tout particulièrement à remercier Elena Roseras et l'équipe d'Artium de m'avoir invité et d'avoir beaucoup insisté pour que je vienne. Je les remercie particulièrement parce que je suis très très heureux d'être ici, où je trouve que nous apprenons beaucoup par des expériences très, très différentes, des approches très variées. Et cela offre, dans des moments un tout petit peu nouveaux et compliqués de considérer l'archive et la documentation, des perspectives extrêmement intéressantes. J'entendais hier notre collègue du musée du Prado qui rappelait que son institution avait été inaugurée en 1819. Eh bien, cher ami, le musée national est l'héritier du musée des artistes vivants qui a été créé par Louis XVIII en 1818. Je représente donc ici l'institution sans doute la plus ancienne. Et si je commence de façon peut-être un tout petit peu exagérée mon intervention en citant cette date, c'est pour vous indiquer combien, y compris dans une institution qui est chargée de prendre en charge la documentation, l'archive et les traces de l'art contemporain, le poids des traditions, des habitudes, des pratiques ancestrales peut-être souvent obérer et gêner l'introduction de technologies nouvelles de prise en compte de ces documents quant à leur catalogage, leur indexation, leur numérisation et leur mise en ligne sur ces réseaux dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. La bibliothèque Kandinsky porte ce nom de bibliothèque Kandinsky depuis seulement 8 ans. Auparavant, elle s'appelait tout simplement la documentation générale du Musée national d'art moderne. Et c'est un service qui est prévu et programmé depuis l'origine de ce qui ne s'appelait pas encore le Centre Pompidou, qui était encore à l'époque le projet Beaubourg, tel que vous pouvez le voir explicité sur ces petits documents de propagande et d'explicitation du projet initial qui avait été publié en 1975 et 1976, donc dans les quelques années qui ont précédé l'ouverture du Centre Pompidou, je vous le rappelle, en 1977. L'objectif de cette ancienne documentation générale du Musée national d'art moderne, devenue Bibliothèque Kandinsky, était précisé dans le petit encadré rouge que vous voyez ici et que j'ai transcrit là et que vous pouvez lire. Je vous l'indique. Art plastique, documentation spécialisée sur l'art moderne et l'art contemporain, 1655 mètres carrés. Un service de documentation sur l'art moderne et contemporain national et international du XXe siècle sera créé au Centre Beaubourg. Il mettra à disposition des chercheurs une grande masse de livres, de catalogues, de journaux, de manuscrits, d'affiches, de documents audiovisuels rassemblés ou conçus par le Centre. Et la dernière phrase est amusante, le classement automatisé de ces documents en facilitera l'étude et la diffusion. Ça, c'est la période qu'on pourrait appeler d'accumulation primitive du capital documentaire. Elle est explicitée dans ce document qui est une revue qui existait à l'époque en France, qui est une revue d'architecture et de design qui s'appelait Créer, dont le dernier numéro a paru au moment de l'ouverture du Centre Pompidou en 1977. Et il y a cet article qui est ici, que je ne vais pas vous lire, mais qui raconte un tout petit peu quel est ce capital initial documentaire qui arrive au Centre Pompidou et qui est comme souvent en France, le produit de la fusion d'un certain nombre d'autres institutions qui viennent se rassembler pour constituer une nouvelle institution.
Donc il y avait une bibliothèque dans l'ancien musée national d'art moderne qui existait au Palais de Tokyo, qui était une bibliothèque de conservateurs, et puis un centre de documentation sur l'art vivant qui existait dans une institution qui s'appelait le Centre national d'art contemporain et qui avait constitué une documentation très vivante d'archives sur les artistes actifs à Paris et ailleurs dans le monde. Et ces deux ensembles ont fusionné au sein de cette documentation générale. L'objectif, c'était quoi à l'époque? Dans une situation d'un paysage intellectuel et institutionnel français où l'art contemporain était très peu présent et très peu connu, il s'agissait tout simplement de lui donner des substrats documentaires en sorte à ce que le public intéressé puisse se référer, au-delà des œuvres qui étaient exposées dans le musée, puisse se référer à des corpus documentaires. Et puis il s'agissait aussi de favoriser l'étude universitaire. Un certain nombre d'universités à l'époque commençaient à avoir des départements d'art moderne et d'art contemporain ouverts à l'art tel qu'il pouvait commencer à émerger sur la scène internationale, émancipés d'un académisme postérieur à la Seconde Guerre mondiale, et il s'agissait de légitimer tout simplement la constitution de collections nouvelles qui, en France à cette époque, n'étaient pas faciles. Et donc, on a constitué ces corpus de sources en rassemblant des archives d'artistes, des archives de galeries, des archives de critiques, en enrichissant des dossiers d'artistes et en créant cette bibliothèque. L'attractivité qu'a causé l'émergence du Centre Pompidou sur le territoire français a été telle que de très nombreux artistes, de familles d'artistes, de galeries ont instantanément concouru à la constitution de ce capital documentaire primitif que j'indiquais tout à l'heure. Tous les grands artistes de l'école de Paris ont déposé, ou leurs familles ont déposé des archives. Le legs de Nina Kandinsky est très vite arrivé et a donné cette ouverture internationale à notre collection documentaire. Des budgets importants à cette époque ont permis d'acquérir des collections de catalogues, des livres, et les bibliothèques de ces artistes sont venues également constituer un environnement intellectuel qui permettait de prendre la mesure de ce que pouvaient être les référents de lecture que pouvaient avoir les grands artistes historiques, disons, de ce qu'on a appelé de façon un peu molle et floue l'école de Paris. À ces corpus strictement écrits sont venus s'ajouter des corpus photographiques. On a très vite considéré qu'il était important de constituer une archive purement iconographique sur l'art contemporain. On a eu la chance d'acquérir, par exemple, un fonds photographique extrêmement important de 250 000 plaques de verre qui avait été constitué par un photographe qui vivait dans le quartier de Montparnasse, qui s'appelait Marc Vaux. Et Marc Vaux, pour ceux qui ont un peu travaillé sur l'art moderne et l'art contemporain, par exemple qui ont travaillé sur les revues et sur les périodiques de cette période, ils ont souvent peut-être vu le nom de Marc Vaux inscrit au bas des clichés comme copyright de photographie de reproduction d'œuvres d'art. Marc Vaux passait ses journées dans les ateliers à prendre en photo
les œuvres à peine réalisées afin que les artistes puissent ensuite les placer ces reproductions dans des revues, dans des journaux, les remettre à leurs marchands ou à leurs collectionneurs. L'activité de Marc Vaux est tout à fait exceptionnelle et amusante. Je me suis rendu compte que Marc Vaux avait pris ses premières photos dans l'atelier de Giacometti à Montparnasse dans les années 1925-26, et que les dernières photos qu'il a prises sur des plaques de verre de format 13-18, il les a prises dans l'atelier de Jean-Pierre Reynaud. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a traversé un pan entier de la création artistique parisienne. Et puis nous avons rassemblé de nombreux autres fonds de photographes et nous avons nous-mêmes produit notre propre archive photographique en nous rendant, en envoyant des photographes dans les galeries, dans les ateliers, prendre l'actualité artistique telle qu'elle se déroulait en temps réel. L'objectif à cette époque était donc de permettre aux chercheurs de travailler, d'écrire l'histoire de l'art. Donc je vous ai mis là 4 photographies à des moments différents de la salle de lecture de la bibliothèque, maintenant bibliothèque Kandinsky. C'est amusant, ici on voit par exemple l'arrivée dans les années 95 des premiers ordinateurs. Avant, nos références étaient évidemment sur des cartes Bristol. Et aujourd'hui, voici la salle de lecture de la bibliothèque Kandinsky. Vous la voyez vide puisque maintenant le droit à l'image nous interdit de prendre en photo des lecteurs en train de travailler. Donc, mais elle est généralement occupée par d'assez nombreux chercheurs. Donc cette activité de soutien, d'appui au travail des historiens de l'art, des conservateurs préparant leurs expositions, des étudiants travaillant leur maîtrise ou leur thèse, s'est doublé progressivement d'une activité qui est, pour une institution comme le Centre Pompidou, tout à fait centrale dans son projet culturel et artistique, qui est une activité qui vise à présenter de la documentation en appui, en appoint et en contrepoint de la présentation des œuvres d'art elles-mêmes. Cette pratique est ancienne, elle remonte aux grandes expositions inaugurale du Centre Pompidou, dont vous avez sans doute entendu parler, ce qu'on appelle la tétralogie des capitales, Paris-Moscou, Paris-Berlin, Paris-Paris et Paris-New York, où la présence de grands ensembles documentaires, principalement des revues et des livres illustrés par des artistes, ont contextualisé les œuvres qui étaient présentées. Donc c'est une vieille tradition du centre. Quand je dis vieille, ça remonte à il y a 30 ans et qui se poursuit aujourd'hui, puisque le centre Pompidou-Metz, qui est donc le petit bébé dont le centre Pompidou s'est doté en région Lorraine cette année, puisqu'il a été inauguré en mai 2010, le centre Pompidou-Metz a installé dans une de ses galeries une vitrine énorme de 30 mètres de long, qui est une vitrine qui présente exclusivement des livres, des revues, des livres d'artistes, des livres illustrés, des livres fondateurs de la modernité et des avant-gardes, et qui racontent en une sorte de frise, de grandes fresques imprimées, un récit de l'avant-garde artistique depuis 1900 jusqu'à nos jours. Et donc vous avez ici cette représentation la photographie de cette vitrine, qui est précédée par cette petite vitrine ici qui est mal photographiée et qui est je trouve, une aventure amusante dans la constitution de ce que peut être un corpus documentaire. Cette
ce petit espace-ci est consacré à une reconstitution partielle de la bibliothèque d'André Malraux. Au tout début du Centre Pompidou, la veuve d'André Malraux et sa fille ont donné à la documentation générale du musée ce qui nous a été présenté comme étant la bibliothèque de travail d'André Malraux, et on s'est retrouvé avec des caisses pleines de bouquins, vraiment des bouquins, tels qu'on peut les acheter chez Strand sur Broadway ou chez n'importe quel bouquiniste. C'est vraiment du livre d'art de grand tirage qui concernait absolument l'histoire de l'art depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, des skiras, des choses comme ça. Donc du produit éditorial assez banal, qui était l'environnement, disons, visuel et intellectuel d'un esprit relativement ouvert comme pouvait l'être André Malraux. Et on a gardé ces bouquins dans des caisses, je dois le dire, sans même les cataloguer, sauf quelques ouvrages dont on s'est rendu compte qu'ils pouvaient avoir un intérêt. Il y avait par exemple la première édition du livre de Walter Benjamin sur la reproduction, qui était la photographie des œuvres d'art qui était dédicacée à André Malraux. Alors celui-là, on l'a retiré du stock et on l'a catalogué, et on est très fiers de l'avoir. Et puis, on s'est rendu compte assez récemment, en ouvrant ces livres, que finalement, ils avaient constitué le gisement de la fabrication du musée imaginaire d'André Malraux, et que Malraux avait découpé dedans des photographies qu'il avait ensuite réutilisées dans les maquettes de son livre. Et donc cette vitrine visait à montrer que la fabrication disons, d'un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, que peut-être qu'on peut considérer comme on peut considérer le musée imaginaire, avait été réalisée en puisant en quelque sorte au cœur même de livres que Malraux avait très vigoureusement détruits en déchirant les pages, et souvent assez violemment, pour constituer ces espèces de mosaïques. On connaît ces photos où on le voit en train de méditer pensivement devant un parterre de photographies noir et blanc, et en essayant d'ajuster toutes ces photographies pour constituer ce musée imaginaire. Donc c'est vous dire qu'une bibliothèque, si on y regarde de près, quand on feuillette les livres page à page, on y découvre souvent des traces tout à fait significatives et symptomatiques du travail des chercheurs. Donc, présence de plus en plus forte de la documentation, des livres et des archives dans l'environnement même du musée, à la fois donc ici du Centre Pompidou-Metz, mais également par une politique de prêt assez intensive. C'est un peu la tradition du Centre Pompidou, comme de quelques autres musées qui sont représentés ici aujourd'hui, d'être extrêmement généreux. Et nous sommes conduits de plus en plus, je trouve que c'est un phénomène assez nouveau, assez récent et très intéressant, que de voir justement dans de nombreuses expositions une présence de la documentation, une présence de l'archive, qui n'est pas seulement exposée, si vous voulez, dans des expositions spéciales d'archives, mais qui est présentée en appoint d'autres objets, d'autres artefacts, comme des œuvres d'art, et qui viennent en quelque sorte expliciter, comme peuvent le faire des cartels, et souvent peut-être mieux que des cartels, un contexte créatif. Donc nous avons, là je vous ai mis quelques exemples d'expositions où nous avons eu le plaisir et l'honneur de prêter des pièces de la collection de la bibliothèque Kandinsky. Au Centre Pompidou lui-même, nous avons la chance de disposer, d'un point de vue architectural, d'une présence de vitrines au cœur même du parcours des collections. Souvent, je vois dans certains musées qu'il y a un petit département spécial pour l'archive et la documentation. Je trouve que la chance qui existe dans l'architecture que Gao Lenti a
à donner au Musée national, au Centre Pompidou, c'est d'avoir instillé la possibilité de scander les salles où sont présentées les œuvres d'art par des couloirs de vitrines où cette documentation peut être présentée en reflet des œuvres qui sont présentées dans les salles juxtaposées. Donc nous avons cette pratique qui est aussi une charge extrêmement lourde parce que accrocher un tableau sur une simèse, on ouvre la caisse, on plante 2 clous, on accroche le tableau, la chose est faite. Installer des dizaines et des dizaines de documents dans des vitrines, pour ceux qui connaissent bien le travail, c'est souvent beaucoup de complexité, presque d'étalagisme. Cette opération nous permet de faire remonter à la surface des objets que j'appellerais d'une grande banalité. Cette vitrine, par exemple, que nous avons faite il y a 2 ans, est une vitrine qui aurait amusé beaucoup mon collègue du MoMA, qui est consacrée aux premières expositions d'art américain à Paris dans les années 1955-1960. Et nous avons présenté ici des photographies de vernissage. Il y a toute une frise de photographies de vernissage où l'on voit le public découvrir les œuvres de Pollock, de Franz Klein, de Rothko. Et ces photos sont extrêmement intéressantes et extrêmement symptomatiques car le regard absolument éberlué du public parisien à l'égard de cette production est tout simplement une explicitation limpide de ce que peut être la survenue d'œuvres nouvelles dans un contexte où elles étaient inconnues. Et nous avons donc mis en regard de ces photographies de la production éditoriale normale, classique, que peuvent être des revues, des catalogues d'exposition, des petites bouclettes qui accompagnaient à l'époque la diffusion de l'art américain dans la capitale française. J'ai pris ces quelques photographies avant-hier, avant de venir ici. Elles sont très mauvaises. Je les ai prises avec mon petit appareil personnel. Ce sont les dernières vitrines qui ont été installées la semaine dernière. Ici, une vitrine d'architecture sur l'architecture italienne des années 1960. Ici, une vitrine sur la Première Guerre mondiale, où nous avons mis en rapport des lettres d'artistes mobilisés dans les tranchées avec des œuvres d'art. Ici, une vitrine autour de l'Esprit Nouveau, où on juxtapose de l'architecture avec des peintures de Léger et des revues de l'époque. Et ici, une vitrine sur Zoltán Kémény, qui était le challenger de Rauschenberg à la Biennale de Venise de 1964, et c'est une activité qui était inconnue et que nous divulguons, qui était également illustrateur de mode. Et on a mis en relation des œuvres, des peintures de lui avec ces illustrations qu'il avait fait on voit mal sur la photographie, qu'il avait fait dans des magazines de mode où on se rend compte de la relation qui peut exister entre ces 2 types de production. Donc c'est vraiment cela, la nouvelle mission de la documentation et de l'archive à la bibliothèque, que de venir en appoint des œuvres d'art et en quelque sorte pour les expliciter. Et y compris dans les les domaines les plus contemporains, puisque, comme vous le savez, la section contemporaine du Centre Pompidou est en ce moment consacrée depuis 1 an et pour encore quelques mois à une présentation d'artistes femmes issues de la collection. Et donc, nous avons, au niveau documentaire,
prêté notre concours à cette présentation exclusivement féminine. Et vous avez ici une série de vitrines sur les écritures illisibles. Et ce sont principalement des livres d'artistes de Pierrette Bloch, Suzanne Hiller et d'autres artistes qui ont fait ces travaux sur des écritures qui n'existent pas. L'activité de la bibliothèque est évidemment aussi une activité éditoriale, de publication de ces archives. Nous avons donc publié depuis, cela fait maintenant 6 ans que je dirige cette bibliothèque, et donc nous avons publié depuis l'intégralité du fonds d'archives de l'artiste surréaliste Victor Bronner, qui a, je vous montrerai quelques images après. L'intérêt de cette publication, c'est que c'est à la fois une énorme publication papier, et l'archive, dans le même temps, a été mise en ligne sur le catalogue de la bibliothèque Kandinsky. Nous avons également produit une exposition sur l'histoire des ateliers d'artistes au XXe siècle, qui a été accompagnée d'un catalogue. Et très récemment, nous sommes en cours de production de 3 ouvrages. D'une part, un ouvrage sur la collection photographique rassemblée par Christian Zervos à l'appui de sa revue Les Cahiers d'art, qui a existé entre 1928 et 1960. Nous publions en mars de l'année prochaine le catalogue d'une collection. Ce sont les dernières vitrines qui ont été installées la semaine dernière. Ici, une vitrine d'architecture sur l'architecture italienne des années 1960. Ici, une vitrine sur la Première Guerre mondiale, où nous avons mis en rapport des lettres d'artistes mobilisés dans les tranchées avec des œuvres d'art. Ici, une vitrine autour de l'Esprit Nouveau, où on juxtapose de l'architecture avec des peintures de Léger et des revues de l'époque. Et ici, une vitrine sur Zoltán Kémény, qui était le challenger de Rauschenberg à la Biennale de Venise de 1964, et c'est une activité qui était inconnue et que nous divulguons, qui était également illustrateur de mode. Et on a mis en relation des œuvres, des peintures de lui avec ces illustrations qu'il avait fait dans on voit mal sur la photographie, qu'il avait fait dans des magazines de mode, où on se rend compte de la relation qui peut exister entre ces 2 types de production. Donc c'est vraiment cela, la nouvelle mission de la documentation et de l'archive à la bibliothèque, que de venir en appoint des œuvres d'art et en quelque sorte pour les expliciter. Et y compris dans les choses les domaines les plus contemporains, puisque, comme vous le savez, la section contemporaine du Centre Pompidou est en ce moment consacrée depuis 1 an et pour encore quelques mois à une présentation d'artistes femmes issus de la collection. Et donc, nous avons, au niveau documentaire, prêté notre concours à cette présentation exclusivement féminine. Et vous avez ici une série de vitrines sur les écritures illisibles. Et ce sont principalement des livres d'artistes de Pierrette Bloch, Suzanne Hiller et d'autres artistes qui ont fait ces travaux sur des écritures qui n'existent pas. L'activité de la bibliothèque est évidemment aussi une activité éditoriale, de publication de ces archives. Nous avons donc publié depuis,
cela fait maintenant 6 ans que je dirige cette bibliothèque et donc nous avons publié depuis l'intégralité du fonds d'archives de l'artiste surréaliste Victor Bronner, qui a, je vous montrerai quelques images après. L'intérêt de cette publication, c'est que c'est à la fois une énorme publication papier et l'archive, dans le même temps, a été mise en ligne sur le catalogue de la bibliothèque Kandinsky. Nous avons également produit une exposition sur l'histoire des ateliers d'artistes au XXe siècle, qui a été accompagnée d'un catalogue. Et très récemment, enfin, nous sommes en cours de production de 3 ouvrages. D'une part, un ouvrage sur la collection photographique rassemblée par Christian Zervos à l'appui de sa revue Les Cahiers d'art, qui a existé entre 1928 et 1960. Nous publions en mars de l'année prochaine le catalogue d'une collection de revues et de périodiques des avant-gardes qui a été acquise par le Centre Pompidou il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle la bibliothèque d'Estribats, du nom de son bibliophile. Et enfin, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, nous allons nous lancer dans une série de publications de livres d'artistes. La publication des archives de Bronner est une publication qui a été réalisée en collaboration avec notre, disons, homologue, qui s'appelle l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, qui est une assez nouvelle institution qui a été créée en France sur l'emprise de l'ancienne Bibliothèque nationale, rue Richelieu, et qui regroupe toutes les grandes bibliothèques parisiennes d'histoire de l'art et les grands départements de recherche des universités parisiennes en histoire de l'art. C'est une institution qui donc ne couvre pas particulièrement le XXe siècle. On considère que c'est au Centre Pompidou de se charger du XXe siècle, mais il y a quelques petites zones de recouvrement et la publication de cette archive Victor Bronner a été rendue possible parce qu'on a souhaité associer des chercheurs de l'INHA au dépouillement de cette archive. Ça procédait d'une sorte de volonté de maintenir une sorte de paix institutionnelle entre des grandes institutions françaises, et le résultat est extrêmement satisfaisant, mais traduit aussi, au-delà de l'aspect de propagande et de triomphalisme que peut donner un PowerPoint projeté dans une conférence comme la nôtre, il faut aussi avoir un discours un peu moins langue de bois que le PowerPoint. Et le problème central que j'essaierai de réinstiller au cours de la fin de mon intervention est aussi la difficulté, quand on est une aussi grosse institution que le Centre Pompidou et un assez gros service comme la bibliothèque Kandinsky, la difficulté, c'est de s'insérer dans des réseaux, et dans des réseaux constitués par des institutions qui sont souvent plus modestes, plus petites, et avec lesquelles il est extrêmement intéressant de travailler, parce que c'est dans ces petites institutions, le small is beautiful, que l'inventivité du point de vue du traitement, du point de vue de la relation avec les chercheurs, est la plus importante. Un service comme le centre, comme la bibliothèque Kandinsky est un service où il y a beaucoup de monde. J'ai la chance d'avoir une bonne trentaine de personnes à la bibliothèque Kandinsky, et d'avoir une immense collection, mais la sollicitation interne de l'institution, les accrochages, les publications de catalogues, la communication en salle, nous avons 120, 150 lecteurs tous les jours,
est telle que le temps que nous pourrions consacrer à établir des relations avec telle petite bibliothèque, dans tel petit musée, dans une région éloignée ou dans un pays un peu lointain, mais qui dispose d'une expérience et d'un corpus avec lequel échanger serait extrêmement utile, ce temps-là, nous ne l'avons pas. Et je pense que, c'est pour ça que je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que moi je capitalise une quantité d'informations tout à fait exceptionnelle que le quotidien du travail est incapable de me permettre de faire. Et donc, dans une institution comme la Bibliothèque Kandinsky, on a été seulement capable de monter une opération très interinstitutionnelle avec une autre grosse machine qui est l'Institut national d'histoire de l'art pour produire un très très gros catalogue qui est la publication de cet archive Victor Bronner. Et je veux dire par là que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est très intéressant, mais ça n'est pas très productif sur le long terme. Par ailleurs, le fait d'exister dans une grosse maison comme le Centre Pompidou exige de la part d'un petit service comme la Bibliothèque Kandinsky d'avoir une existence très visible. La seule façon d'avoir une existence très visible dans une institution comme le Centre Pompidou, c'est de dire « je veux faire une exposition ». Donc il faut que je puisse avoir une période de temps avec tant de mètres carrés dans lequel je vais concevoir une exposition. Et la liste d'attente est très longue et les concurrents sont nombreux, comme vous vous en doutez. Et donc on a réussi, il y a 3 ans, à proposer une exposition qui visait à raconter l'histoire des ateliers d'artistes au XXe siècle, uniquement à travers les ressources documentaires de la Bibliothèque Kandinsky. L'idée de faire une exposition sur les ateliers d'artistes était une idée aussi qui avait une vocation presque thérapeutique au sein d'un service comme la Bibliothèque Kandinsky, où la trentaine de documentalistes qui travaillent dans ce service sont très focalisés chacun sur un domaine particulier ou un support particulier. Il y a ceux qui travaillent sur les revues, ceux qui travaillent sur les photographies, ceux qui travaillent sur les archives audiovisuelles. Et souvent, la connexion est très difficile à établir entre eux et des corpus très différents peuvent traiter du même sujet, mais sans que les gens qui sont en charge de ces corpus communiquent entre eux. Donc il m'avait semblé que la seule façon de faire communiquer mes équipes, c'était de les mettre sur un projet. Et on a conçu cette idée d'exposition qui allait traverser l'ensemble des supports, des corpus qui constituent le patrimoine de la bibliothèque. Et donc nous avons raconté l'histoire des ateliers au XXe siècle, depuis les premiers ateliers qui sont les héritiers des grands ateliers romantiques sous la verrière, avec le poêle à charbon et le modèle qui pose dans un coin, jusqu'aux ateliers sans atelier, les artistes qui sortent dans la rue à partir des années 1960, et puis maintenant le retour à ce qu'on a pu appeler l'atelier plateforme. Et donc c'est ce récit à travers des traces documentaires que nous avons évoqué dans cette petite exposition qui a eu lieu en 2007 et qui nous a permis de sortir un catalogue dont je crois que vous avez reçu un exemplaire ici, mais si ça intéresse certains d'entre vous, j'en ai ici quelques-uns, je pourrais vous le donner, où nous avons mis en rapport ces documents plus ou moins rares, en les illustrant par des propos des artistes eux-mêmes. Cette documentation, elle est rassemblée à partir de sources extrêmement différentes. Vous avez par exemple ici une petite évocation de cet artiste
informel de l'après-guerre en France, un artiste d'origine allemande qui s'appelait Vols, dont nous avons récupéré une partie de l'archive grâce à un de ses camarades qui s'appelait Camille Brienne, et dont j'ai heureusement pu acheter en vente publique. Et c'est aussi une des chances de cette bibliothèque que de disposer de budgets d'acquisition qui me permettent d'intervenir sur le marché du document. On a pu acheter ces 2 photos tout à fait exceptionnelles et très symptomatiques du type de documentation que nous cherchons à rassembler à la bibliothèque. Ici, j'ai choisi cette diapositive parce que c'est une double page du catalogue et c'est une autre petite pépite que nous avons la chance d'avoir à la bibliothèque. Les photogrammes que vous voyez ici sont extraits d'un très court film en noir et blanc que Hans Namuth a fait de Pollock, qui est en quelque sorte le bout d'essai qui a été fait en noir et blanc par Namuth avant le fameux film en couleur que tout le monde connaît. Et Namuth l'a donné au Centre Pompidou. Donc nous sommes les détenteurs de ce film. Le Museum of Modern Art dispose des droits de Namuth. Donc nous sommes en relation constante avec le MoMA, puisque chaque fois que nous souhaitons diffuser ce film, nous devons demander l'autorisation au MoMA qui nous l'accorde systématiquement. Mais ça fait partie, si vous voulez, de ces petites pépites documentaires extrêmement rares que nous sommes très, très heureux d'avoir et que nous cherchons à diffuser un maximum. Ici, Pennone, et parce que Giuseppe Pennone a eu la générosité de nous donner tout son fonds d'archives photographiques qu'il a constitué depuis ses tout débuts de jeune artiste jusqu'à une période récente. Et là, je vous ai sélectionné cette diapositive parce qu'elle illustre, comme vous le voyez, 2 ateliers d'artistes très contemporains qui venaient illustrer dans cette exposition le chapitre sur l'atelier plateforme, et qui sont des photographies qui sont prises par la bibliothèque elle-même au cours de ces reportages que j'évoquais tout à l'heure, que nous avons la possibilité de faire dans des ateliers d'artistes parisiens. On fait une quinzaine de reportages tous les ans. On passe une journée dans l'atelier d'un artiste. On choisit généralement et même systématiquement un artiste qui est présent dans la collection du Musée national d'art moderne. Et on fait une sorte d'équilibre entre des vieux artistes dont on sent qu'ils vont bientôt nous quitter et puis des jeunes artistes émergents. Là, vous avez plutôt deux jeunes artistes émergents. Autre publication que j'évoquais tout à l'heure, la photothèque qui avait été constituée par Christian Zervos pour illustrer la revue Les Cahiers d'Art qu'il a animée donc pendant près de 40 ans. C'est une acquisition récente. Elle est arrivée entre 2005 et 2006. Elle comprend 60 000 photographies et aussi un peu d'archives écrites, mais c'est une archive qui est surtout intéressante pour sa photographie. Ce sont des photographies que Zervos commandait aux quatre coins de la planète, c'est un tout petit peu exagéré, mais principalement en Europe, non pas du tout aux États-Unis, et en Europe, jusqu'en Europe de l'Est. Zervos était très intéressé par l'architecture et il avait des relations directes avec un certain nombre d'architectes ou d'ateliers d'architecture en Union soviétique, dont il n'a pas publié grand-chose, mais dont il a rassemblé beaucoup de photographies, de maquettes ou de dessins d'architecture qui sont désormais des pièces documentaires assez rares.
Ces photographies sont aussi des photographies d'œuvres d'art assez banales ou des photographies envoyées par des marchands. Alfred Flechtheim envoyait tous les mois un reportage photographique des expositions de sa galerie. Et je pense que la bibliothèque Kandinsky est désormais le seul endroit au monde où ces photographies, qui étaient de la photographie très banale, de la photographie de propagande, un peu comme ce PowerPoint, qui servait de publicité à Flechtheim pour diffuser son activité auprès des galeries et des collectionneurs, eh bien nous en disposons de la totalité. Cette archive photographique des cahiers d'art a été en partie exposée dans les salles du musée, et je vous ai indiqué ici, par exemple, vous voyez là les 10 photographies qui sont entourées de rouge sont des photographies de la maquette de Le Corbusier pour le musée à croissance illimitée. Généralement, on ne connaissait que ces 2 photographies que vous voyez là, qui sont les 2 photographies qui ont été couramment publiées dans toute la littérature, à la fois sur Le Corbusier, sur l'histoire des musées ou sur l'histoire de l'architecture. Et en fait, il y en avait une dizaine d'autres photographies, et donc nous en avons le set complet grâce à cette archive. Avant-dernier projet que je voulais évoquer, donc le fonds de revue qui a été acquis par la bibliothèque Kandinsky en 2005 provient donc de ce bibliophile qui s'appelle Paul Destribats, qui, par l'intermédiaire d'un mécénat d'une grosse entreprise, le groupe Lagardère, a vendu au Centre Pompidou sa collection de revues et de périodiques des avant-gardes depuis le milieu du XIXe siècle jusque dans les années 1980. C'est une collection extrêmement importante, tout à fait internationale, avec des titres complets extrêmement rares. Nous avons décidé de l'acquérir parce que nous nous sommes rendus compte, après en avoir étudié le catalogue, que beaucoup de titres sur lesquels nous étions lacunaires pour certains numéros étaient exactement ceux dont Paul Destribats avait rassemblé les numéros qui nous manquaient. Et certains titres avec lesquels nous allions nous retrouver avec 2 collections, eh bien, on allait avoir le plaisir d'avoir 2 collections, ce qui allait pouvoir nous permettre, dans des expositions, de présenter la même revue à plusieurs pages ouvertes, ou bien de prêter dans 2 endroits différents le même titre pour 2 expositions différentes. Cette publication dont vous avez ici les PDF de la maquette du catalogue est en cours d'achèvement. Et j'ai personnellement tenu à ce qu'à la différence des publications sur des livres ou sur des revues, les reproductions des revues soient homothétiques, et qu'un grand journal soit reproduit en grand et qu'une petite revue soit reproduite en petit. Moi, comme quand on est devant la vitrine dans un musée où on voit des grandes feuilles, des petites feuilles, je suis souvent un peu agacé par les publications de documents où tous les documents sont reproduits comme des timbres-poste, comme un catalogue de timbres-poste où tout a la même taille et on ne se rend pas compte des objets. Je pense que c'est très important quand on est une bibliothèque de musée, c'est-à-dire où la charge objectale des documents dont nous nous occupons soit absolument respectée et restituée. Et enfin, dernier projet éditorial sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est un projet qui se fait à partir de ce que nous appelons l'album photographique de famille de Kandinsky. Je vais un tout petit peu accélérer. Kandinsky avait, comme tout le monde, comme vous, comme moi, un album photographique de famille qu'il a transporté à travers tous ses exils et qui nous a été légué par Nina Kandinsky. C'est un album assez touchant
d'autant plus touchant qu'il n'est pas commenté, donc on ne sait pas qui sont les cousines et les tantes de Kandinsky qui sont reproduites dans ce document. Et il a intéressé une jeune artiste française qui travaille sur la photo amateur, la photo trouvée, et elle a conçu ce projet que vous voyez ici, où elle a mis en rapport des photographies de périodes très différentes de cet album, et cela dans ces photographies seront publiées de façon assez cheap dans une publication vraiment d'artistes, très simple, vendue sans aucun commentaire et vendue. Ça n'est pas du tout un ouvrage documentaire. C'est vraiment un ouvrage qui correspond à un projet qui est en train d'émerger au sein de la bibliothèque et qui vise à inciter des artistes à s'emparer des ressources documentaires de la bibliothèque pour produire des œuvres eux-mêmes. Et donc le premier opus de ce programme va être confié à Céline Duval, mais d'autres artistes vont venir travailler sur les dossiers d'artistes dans lesquels nous accumulons des centaines et des centaines de cartons d'invitation, vont travailler sur des manuscrits. Et l'objectif, c'est d'accompagner en quelque sorte par une mise à disposition d'une ressource de belle qualité cette tendance actuelle que les artistes ont de s'intéresser à l'archive et singulièrement à l'archive de l'art. Alors, tout ça est rendu possible finalement par le catalogage de nos ressources. Alors, il faut bien dire les choses comme elles sont. Autant nous avons une ressource extrêmement riche, extrêmement importante quantitativement, des centaines de milliers de livres et de catalogues, des millions de photographies, 15 000 dossiers d'artistes, des milliers de films sur l'art. Autant notre catalogue est un catalogue qui reste assez sommaire et rustique. Si nous avions aujourd'hui les moyens pour l'améliorer, je serais le premier à le souhaiter, mais je pense que tout l'effort dans une bibliothèque doit être plutôt focalisé sur ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en réseau, ce que Madame de la Fondation Marche, vous appeliez tout à l'heure la façon dont vous aviez caractérisé ce que doit être une bibliothèque spécialisée, c'est-à-dire toutes ces activités de précision sur les sources, possibilité de rebondir d'une source à l'autre, qui est une vision finalement très, oui, ce que j'appelle agressive, c'est-à-dire qu'on doit favoriser auprès du chercheur des mises en relation, lui permettre et l'aider à établir des mises en relation entre des documents au-delà des grands critères canoniques et un tout petit peu académiques avec lesquels nous considérons notre discipline aujourd'hui. Alors, dans ce cadre-là, nos dispositifs et nos ressources numérisées sont extrêmement sommaires. Elles sont indiquées dans notre catalogue dans le rond rouge que vous voyez ici, et elles concernent par exemple, les livres d'artistes. Nous avons fait une numérisation extrêmement partielle des livres d'artistes, mais c'est plutôt pour nous aider nous-mêmes à nous retrouver dans notre collection de 6000 livres d'artistes. Donc c'est de la signalisation qui est indiquée par ce petit... lorsqu'on est sur la notice d'un livre d'artiste, on a ici une petite indication où il y a marqué « Accéder aux documents numériques » et vous voyez 3 images d'un livre d'artiste qui vous permet de vous souvenir de quel livre il s'agit si vous avez besoin de le
prêter, de le sortir, de le mettre en vitrine, ne pas avoir à chercher partout ce qu'il en est. Nous avons par ailleurs fait une assez grande campagne de numérisation sur un fonds important dans lequel on avait du mal à se retrouver, qui était un fonds d'architecture, de photographie d'architecture sur l'état de la construction en Europe dans les années 1955-60 à 1970. C'est un fonds que nous avons acquis il y a 6-8 ans, qui s'appelle le fonds Cardo-Joly et qui comprend 60 000 vues que nous avons numérisées en totalité, justement pour nous aider à nous y retrouver. Cette numérisation est en ligne. Vous avez ici des constructions qui sont des constructions d'un architecte français qui s'appelait Émile Ayot. Voilà, c'est en ligne. Les chercheurs peuvent y accéder et télécharger ces images librement. Nous avons également, sont numérisés, est en ligne également tout ce qui concerne les reportages dans les expositions du Centre Pompidou. Vous avez ici le reportage qui a été fait dans l'exposition Dada de 2000. C'était quand Dada? C'était en 2000, je ne sais plus. En 2005. Oui, puisque c'était en 2006 au MoMA. Et donc voilà, le reportage est en ligne et on voit ici le détail de cette image. Nous numérisons également, nous avons numérisé un certain nombre de documents fragiles que nous ne souhaitons pas voir consultés en permanence par les étudiants en salle de lecture. Donc c'est le cas de cette revue, de ce journal de Fluxus de Brecht, CCV Tré, auquel est associé en plus sa représentation dans les espaces d'exposition du Centre Pompidou. Donc les mises en relation entre le document et sa présentation constituent oui, j'ai bientôt terminé, la préoccupation principale de notre activité. En conclusion, donc la bibliothèque Kandinsky est cet espace de recherche, cet espace de diffusion des documents en relation avec les œuvres d'art, et aussi une plateforme pour les artistes que nous cherchons, que nous accueillons au sein de la bibliothèque après les heures de fermeture aux chercheurs et qui viennent présenter leurs travaux. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu une grande exposition avec Sarkis, et Sarkis est venu passer une soirée à la bibliothèque Kandinsky au cours de laquelle il a revisité l'intégralité de sa production catalographique. On avait étalé tous les catalogues des expositions Sarkis sur une table. On avait une petite caméra et une vidéoprojection, et Sarkis commentait en direct l'histoire de sa production catalographique, et on s'est rendu compte que c'était une ressource, que le filmage de cette performance, parce que c'était quasiment une performance, constituait une ressource documentaire d'une très très grande richesse. Autre activité de plateforme de la bibliothèque, nous accueillons des séminaires et des groupes de recherche universitaires. Personnellement, j'anime à l'école du Louvre un groupe de recherche qui s'appelle l'art moderne et l'art contemporain photographié, sur la problématique de la représentation des œuvres d'art contemporaines et modernes par la photographie et leur publication dans les revues, dans les livres et dans les catalogues. Je tiens ce séminaire à la bibliothèque. D'autres universitaires tiennent régulièrement ou ponctuellement leurs séminaires à la bibliothèque, ce qui nous permet de sortir les documents qui viennent à l'appui des cours et de l'enseignement en circulation entre les étudiants. Nous entamons une pratique de diffusion sur le cinéma documentaire sur l'art, et le 10 décembre, nous aurons une première soirée dans une salle de cinéma du Centre Pompidou qui sera consacrée à Barbara Rose,
la critique et cinéaste new-yorkaise qui nous a donné sa collection de films. En avant-dernier lieu, nous sommes en train de préparer, en poursuite de ce patrimoine que nous avons à travers les bibliothèques d'artistes, la bibliothèque de Kandinsky, la bibliothèque de Victor Brauner, la bibliothèque de Sonia Delaunay. Je me posais la question de quels sont les environnements de bibliothèque des artistes contemporains. Si demain, Daniel Buren me donne sa bibliothèque, on va se retrouver avec 10 000 livres qu'on ne saura pas placer. On n'a plus d'espace pour garder autant de livres. Donc ce que je me suis dit, c'est que nous allions, en nous inspirant d'une initiative qui a été développée par le Centre d'art de Zingel à Anvers, sous le titre Curating the Library, inviter des artistes une fois par mois à venir présenter pour 800 € de livres qu'ils auraient achetés de leur propre initiative et qui constitueraient au sein de la bibliothèque Kandinsky un tout petit morceau de bibliothèque idéale de tel et tel et tel artiste, en sorte à ce que chaque artiste puisse dire, voilà, je laisse ma trace, une petite trace, un petit caillou de référence de livres qui sont importants dans mon travail d'artiste et dont je veux qu'ils soient présents dans une bibliothèque d'histoire de l'art. Et enfin, nous avons cette activité de soutenir et de produire la diffusion du livre d'artiste, puisque, donc ça c'était l'initiative de Sarkis que nous avons fait récemment, donc soutenir la production et la diffusion de livres d'artistes, puisque la bibliothèque Kandinsky est co-organisatrice d'un salon qui s'appelle l'Artist Book International, qui est un peu le pendant du salon du livre d'artistes qui se tient ces jours-ci, je crois, à New York. C'est en ce moment. Donc, depuis 2007, nous accueillons ce salon dans le forum du Centre Pompidou. Il y a eu lieu en 2008. En 2009, les grèves qui se sont déroulées au centre ont malheureusement dû faire annuler ce salon, et le prochain a lieu donc du 17 au 19 décembre. Donc j'ai essayé de vous raconter comment l'activité de la bibliothèque se démultipliait et combien finalement nos dispositifs de catalogage ne parviennent pas à suivre cette démultiplication d'une activité qui est avant tout orientée sur la recherche, sur l'écriture de l'histoire de l'art et sur la présentation physique de notre archive et de notre documentation en relation avec la muséographie, des accrochages et des expositions. Merci beaucoup. Tu me poses en français ou en...? No, voilà. mío en español, merci. Quería decir que... Oui. Que me ha parecido interesante la reflexión que ha hecho sobre la necesidad de que grandes museos y pequeños museos puedan colaborar. No sé si habrá más casos, pero yo creo que ahí la iniciativa muchas veces, o lo más difícil es que el gran museo quiera colaborar con el pequeño museo. En el caso de la institución en la que yo represento, el Museo Teiza, pues puedo decir que ha suscrito el año pasado un acuerdo con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que va a generar pues unas publicaciones, unos proyectos para el año que viene.
Oui. Enfin, moi, j'ai tendance à penser que les petites institutions travaillent mieux entre elles que les grandes institutions avec les petites institutions, et que quand les grandes institutions travaillent entre elles, c'est toujours des rapports de force extrêmement compliqués, et que le sharing project, c'est beaucoup plus facile entre les petits. Bon, moi je suis très content de m'occuper de la bibliothèque Kandinsky, mais je souffre beaucoup d'être dans une situation un peu éminente et coupée. Enfin, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant toute mon intervention, d'être coupé finalement de l'innovation technologique qui se fait beaucoup plus facilement dans les petites institutions que dans les grandes. C'est mon sentiment. Alors. Oui. Sí. Nada, simplemente, bueno, soy Félix Alonso, trabajo en la biblioteca del Museo Reina Sofía y nada, pues agradecer sobre todo la conferencia y únicamente pues unirme a ese sentimiento que por mi parte es totalmente compartido, esta reflexión entre las bibliotecas de las grandes instituciones y las bibliotecas de instituciones más pequeñas o que se están creando, por la complejidad, por las dificultades que existen. Entonces, me siento bastante identificado con lo que ha contado y me ha sorprendido bastante también la modestia con que, yo lo llamo así, no sé, la modestia con la que nos ha contado un poco su exposición, el trabajo que hace en la biblioteca, que aparentemente es modesto, pero claro, cuando uno trabaja en bibliotecas de este tipo se da cuenta de la dificultad que tienen, ¿no? Me parece. Y por otra parte es admirable también a dónde llegan o lo que pueden hacer con la situación que me imagino que se encuentran. Nada más. Gracias. Merci. 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 Ah. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Y a mí me ha interesado mucho y he tomado muchas ideas, pero me parece un esfuerzo enorme cada una de las exposiciones que ustedes presentan, uniendo difusión con documentación, con tantas cosas. Supongo que cada una de esas exposiciones les lleva a ustedes muchos meses de preparación y cuentan con el apoyo de los conservadores o con qué otro apoyo de asistencia para la organización de estas exposiciones con fuentes documentales, pero con todo un criterio y un recorrido temático y un fin y un objetivo como exposición. Alors, je vais être très cru. Pendant des années, cette bibliothèque a été dirigée par des conservateurs de bibliothèque. Et ça n'allait plus. C'est-à-dire qu'elle était de plus en plus dans une logique de développement qui était une logique de développement de bibliothèque. Et elle se coupait du musée, elle se coupait de la conservation. Elle était peut-être mieux insérée qu'elle n'est aujourd'hui dans un réseau de bibliothèques, mais la visibilité de son patrimoine, la visibilité muséographique de son patrimoine et ses liens avec l'université, c'était beaucoup... Bon, et donc,
au départ de la dernière conservatrice de bibliothèque. Moi, je suis conservateur de musée depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai demandé à prendre la direction de cette bibliothèque. Et le directeur du musée a trouvé que c'était vraiment une opportunité de resserrer les liens de la bibliothèque avec le reste du musée. Et donc, les relations avec les 25 autres conservateurs du musée, si vous voulez, le dynamisme de cette bibliothèque, elle procède du fait qu'elle est dirigée par un conservateur de musée. Ça, je dois le dire. Et la grosse difficulté managériale de mon travail, c'est de faire comprendre aux documentalistes et aux bibliothécaires que l'on n'est jamais qu'un service du musée, qu'on est une bibliothèque, mais un service du musée. Et de les mettre dans cette culture de musée, peut-être plus, ou en tout cas bien équilibrée avec une culture de bibliothèque, parce qu'il faut avoir une culture de bibliothèque. On gère des livres, on gère des documents, il faut qu'on ait... Moi, je n'y connais rien en Unimark et en EAD et tout ça, c'est pas mon... Mes collègues managent cela très bien, mais moi, je ne veux pas le savoir. Moi, ce que je veux, c'est que cette bibliothèque soit à la fois un secteur de collection et un service de recherche. Voilà. Bueno, la siguiente ponencia correrá a cargo de Martin Flynn, responsable